Donc moi je pense qu'il faut croire en l'humain, il faut continuer à y croire, il faut croire en ton idéal et pas se limiter à la colère qui nous entoure parce que c'est beaucoup plus simple. Alors ça par contre c'est beaucoup plus simple d'être en colère et de ne pas aimer les gens est beaucoup plus facile que de dire tiens, juste je lève la tête de mon truc aujourd'hui et je vais regarder ce qui se passe de côté. On fait des choses géniales. Quand elle a voulu se lancer dans l'humanitaire, on lui a dit « Les mères de famille ne font pas d'humanitaire ». C'est un peu comme si on lui avait fermé la porte au nez. Mais pourtant, aujourd'hui, Justine Music-Piquemal est directrice régionale pour l'ONG Solidarité Internationale en Afrique. Elle coordonne des interventions en Centrafrique, au Congo, au Soudan ou encore au Mozambique. Et elle est la maman épanouie et très heureuse de 4 enfants. Dans cet épisode de French Expat spécialement conçu dans le cadre du podcaston, Justine nous emmène dans les coulisses de la vie d'une humanitaire de terrain. Elle nous raconte sa première mission en Afghanistan, un pays qui est devenu son pays de cœur absolu et qu'elle s'est d'ailleurs fait tatouer dans le bras. Elle nous raconte aussi les défis, les galères de terrain entre négociations sous tension et imprévues. Elle nous explique comment elle cherche à briser les préjugés et à prouver qu'une femme et une maman peuvent être humanitaires accomplies. Et enfin, on discute de l'accès à l'eau potable et aux besoins essentiels des populations. Et elle nous explique pourquoi c'est une urgence vitale. Cette semaine, c'est le podcaston. C'est un événement unique au cours duquel des podcasteurs francophones, mais aussi anglophones, cette année pour la première fois, se mobilisent afin de mettre en lumière des causes qui leur sont chères. Aujourd'hui, French Expat a décidé de mettre en avant l'ONG Solidarité Internationale ainsi que leur combat sur le terrain. Si vous souhaitez en savoir plus et contribuer ou même soutenir cette ONG, je vous mets toutes les informations dans la description de cet épisode. Merci pour eux. Si vous débarquez par ici un peu par hasard, vous ne savez pas exactement où vous êtes, vous écoutez ou regardez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go to Congo à la rencontre de Justine Music-Piquemal. Bonjour, moi c'est Justine Music-Piquemal, donc je suis la directrice de Solidarité qui gère l'Afrique d'est en ouest, au milieu, au centre. Et je suis la maman de 4 garçons qui vont de 22 ans à 6 ans, avec toute l'autonomie qui va avec. Et je suis actuellement au Congo, suite à la crise qui s'est déclarée fin janvier. D'accord. Eh ben, écoute, bienvenue Justine dans le podcast et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'aime bien dans le podcast procéder de manière un peu chronologique. On va revenir à ce que tu fais aujourd'hui, mais revenir un tout petit peu en arrière. Ça fait un moment que tu es engagée dans l'humanitaire. À la base, il me semble que tu as un parcours de juriste en droit des religions. C'est bien ça ? Exactement. Ouais. Je voulais rentrer dans un master de l'époque en droit humanitaire auquel j'ai pas pu avoir accès parce que j'étais maman. Ah ouais ? Mon premier garçon, donc ça remonte à 23 ans maintenant. Et mon troisième choix, parce qu'à l'époque on n'avait pas Parcoursup, mon troisième choix était ce master en droit des religions. Et je me suis retrouvée seule femme au milieu de 12 religieux musulmans qui étaient pour apprendre le droit français et le droit coranique. Et du coup, j'ai fait un master en droit des religions. Et ensuite, j'ai passé le concours d'avocat et je suis pas allée plus. Ok. Et donc, tu ne pouvais pas avoir, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais en premier lieu, le fait que tu sois maman te donnait pas accès au master dans l'humanitaire ? Exactement. Il y a 22 ans, on m'a sorti une super phrase en disant que les mamans ne font pas d'humanitaire. Et texto, D'où le c'est une titre phrase de qui a la été dite BD. dans un bureau. Ok. D'où le titre de la BD. Ok. Je digère encore Ouais, pas je cette comprends. phrase. Donc voilà, donc il y a 22 ans, j'avais absolument tout fait pour entrer dans le master. Donc j'avais des super bonnes notes en droit de l'homme, en droit constitutionnel, en droit public, qui n'était pas forcément ma grande passion, pour rentrer dans ce master de droit humanitaire. Et la directrice de l'époque m'avait dit non, vous rentrez pas dans mon master parce que vous ferez jamais de stage. Je sais très bien que les mères ne laissent pas leurs enfants pendant les mois de Wow. stage, donc vous allez me baisser ma moyenne du master. Et du coup, je suis partie en droit des religions, ce qui était pas plus mal, parce que du coup, c'était plus anthropologique et ça m'a beaucoup plus servi, je pense, finalement, que le droit humanitaire. D'accord. Mais voilà. Et Lilio, à l'époque, mon fils aîné, avait 1 an. Oh, 1 an et c'est demi. dingue. Bon, écoute, j'espère que ça se produit plus. Enfin, j'espère qu'on a quand même avancé depuis ça, mais c'est quand même fou. Et alors, malgré le fait que tu partes en droit des religions, on te retrouve aujourd'hui donc dans l'humanitaire. Ça fait 20 ans que tu travailles dans ce domaine-là. T'as pas travaillé que pour Solidarité Internationale, l'ONG pour laquelle tu bosses aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a fait du coup bifurquer et qu'est-ce qui
Je sais pas, en fait, c'est quoi qui t'attirait, en fait, justement, dans ce monde, à ce moment-là? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'était, j'ai un parcours familial un peu compliqué et je pense que c'était aussi d'aller un peu loin de là où j'habitais. Ça m'attirait beaucoup de vivre à l'étranger. Au départ, j'ai comme fait des entretiens avec l'armée française. Hein. J'avais eu un entretien avec un colonel de l'armée de terre qui m'avait dit, vu votre caractère, vous rentrerez jamais dans l'armée parce que il faut suivre des ordres. Et vu que j'étais avec mon fils au sein, forcément, ça déjà à l'entrée, il y a 20 ans, ça rentrait pas. Donc c'est lui qui m'avait dit allez voir dans les ONG. À l'époque, on connaissait très bien MSF, on connaissait un petit peu Action contre la faim. De loin, en tout cas, dans les parcours, ça donnait pas l'impression qu'une juriste puisse rentrer. Et puis j'ai fait j'ai fait mon stage de master à Marseille. Et de là, en fait, je suis rentrée dans une ONG locale qui travaillait dans le médical. Et j'ai rencontré un chirurgien qui avait besoin de cette ONG médicale pour installer des scanners en Afghanistan. Et mes collègues ne voulaient pas y aller parce que trop peur. Donc je me suis formée à la biomédecine pour installer moi-même les scanners parce que j'étais juriste au départ. Et je me suis retrouvée dans cet hôpital à Herat où il y avait absolument rien. L'ONG de chirurgie de l'époque n'était pas du tout structurée et j'ai du coup dit je propose de travailler pour vous au début volontairement. Et puis après la passion est née. J'ai mis un pied en Afghanistan et j'ai mis une bonne dizaine d'années à en partir pour de vrai. Oui, je t'entendais dire dans un podcast que l'Afghanistan, d'ailleurs, est tatoué sur toi, c'est ça? Et c'est ton pays de cœur? Ah, d'accord. Ah oui, c'est le pays de cœur. Mon mari et moi, on s'est promis depuis que le dernier est né qu'on ne mettrait plus un pied avant que le dernier ait 18 ans, parce qu'on a peur de pas pouvoir en ressortir. Ah ouais. Donc voilà, donc Léon a 6 ans. On attendra qu'il rentre dans une fac quelconque pour pouvoir se dire qu'on a le droit de rester plus longtemps et de. Oui, mais l'Afghanistan est un pays cœur. Après, j'ai aussi grandi, mûri. Et je pense que tous les pays dans lesquels je travaille aujourd'hui ont un attachement particulier. Mon chef me disait il y a pas si longtemps que j'étais trop dans l'affect dans mes approches pays, et je pense que ça c'est un des grands points de l'humanitaire aussi. C'est ce qui fait justement que tu as envie d'y retourner, que tu as envie de continuer. C'est aussi l'affect et la passion, justement, non? C'est l'affect, la passion. C'est aussi. Alors ça a été c'est un grand point d'ego, mais c'est aussi de se dire que tu sers à quelque chose. Si toi tu viens, parce que nos collègues nationaux sont très très bons, ils n'ont pas besoin d'avoir de français auprès de tout le temps, mais il y a des moments de vie où tu as besoin d'un externe pour soit te protéger, soit avoir un autre point de vue, soit parfois rassurer les bailleurs de fonds internationaux. C'est pour ça que parfois on est là, mais je suis convaincue que mes collègues nationaux ont toutes les capacités de faire. Là, je suis aujourd'hui au Congo où il y a un conflit très clair et il y a besoin d'avoir à des moments une discussion avec des militaires que mes collègues eux-mêmes ne peuvent pas avoir parce qu'ils leur vie serait plus en danger que la mienne. Ah, waouh, ok. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as appris du coup ce départ dans cette première mission? Donc c'était avec l'ONG en chirurgie pour les grands brûlés, c'est ça, donc en Afghanistan. Tu te souviens de ce moment précis? Alors je me souviens pas c'est marrant parce que je me souviens pas d'avoir dit oui. Ah ouais. Je me souviens pas de monter dans l'avion. Donc c'est assez intéressant parce que j'en ai reparlé il y a pas très longtemps. Par contre, je me souviens du jour où ça a changé ma vie. Je rentrais de l'hôpital général, donc c'était avant que l'hôpital des Grands Brûlés soit monté, et je venais négocier avec un chef de guerre, le chef de guerre d'Herat. Je venais passer la journée, j'avais 26 ans, 27 ans, et en rentrant le soir, je me suis dit là, il s'est passé un truc. Là, t'as servi à quelque chose. Et de le voir accompli, de voir ce chef de guerre qui voulait absolument pas avoir un hôpital brûlé, encore moins pour des femmes à l'époque, était énorme. C'était une longue négociation, ça a pris des mois. Et d'être là à la conclusion, au moment où il dit, bon, ok, très bien, vous montez le son des brûlés dans l'hôpital général et vous faites venir des chirurgiens étrangers pour former nos chirurgiens. En rentrant ce soir-là, je me suis dit, là, j'ai servi à quelque chose. J'ai une capacité de négociation, peut-être de saouler les gens aussi, c'est possible, mais de négociation qui fait que à la fin de la journée, j'ai signé le contrat et je suis revenue avec le contrat où il me laissait le terrain. Et il me dit, là, il y a un truc que tu sais faire. Parce que j'étais formée au droit des religions, parce que j'étais formée au Coran. Donc déjà, je pense qu'il y avait j'avais une approche particulière, respectueuse aussi de ce fameux chef de guerre. Une approche dans la négociation, dans la durée, et puis je lâche pas. Je suis un peu.
D'où est-ce que ça te vient, ce trait de caractère? C'est pas la détermination, l'obstination? Est-ce que c'est quelque chose justement, je sais pas, qui t'a été enseigné, en grandissant ou c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à toi? Je sais pas, moi, je suis une famille de 9 enfants, je suis la Mmh. 7e. Hem, Mon père avait plein de défauts, mais il avait une qualité, il disait toujours à ses enfants que, quoi qu'on fasse, il fallait qu'on le fasse bien Ouais. et qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on devait faire. Donc si on décidait de faire des études, il fallait être, juge international. Il y avait pas de greffier. D'accord. Voilà, c'était pas une OK. question d'arriver de s'arrêter au niveau du greffier. Donc moi je l'ai pas connu longtemps parce qu'il est décédé quand j'étais jeune, mais j'ai des souvenirs de mes frères et sœurs où qu'il y avait une pression Ouais. faramineuse où tu pouvais pas être infirmier, il fallait que tu sois Mmh. chirurgien. Donc je pense qu'il y a aussi il y a de ça, de ce caractère-là, de on va jusqu'au bout de ce qu'on a commencé et il faut qu'on le Mmh fasse mh. bien, faut qu'on soit fier de soi quand on rentre. Et puis vu que je suis maman depuis très jeune, depuis très longtemps, je pense aussi de ce que tu montres à tes enfants. Si je pars en Afghanistan, c'est pas pour aller jouer à la coinche autour d'un Ouais. café. C'est ce que je fais parfois quand même. Mais c'est parce que si j'y vais, je suis arrivée à envoyer des camions, des voitures, à construire un Mmh mh. hôpital, voilà, mon absence à la maison est justifiée par le fait que je sers à Ouais. quelque chose. Sinon je le ferai à distance et j'enverrai d'autres Ouais. gens. Du coup, aujourd'hui, tu nous le disais en introduction, tu es directrice régionale, chez Solidarité Internationale. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement, ton rôle? Alors, je vais faire comme j'explique aux enfants de l'école de mon Très fils, bien. où je dois aller en plus à la rentrée. Une ONG internationale, c'est comme une société, c'est comme une entreprise. Donc à Paris, on a un directeur et on a tous les services qui font que la société fonctionne bien. Notre société, elle délivre de Mmh mh. l'eau, elle amène de l'eau au fin fond de tous les pays en crise et de la nourriture. Donc ça, c'est le grand corps. Et dans chaque société, il y a ceux qui vont gérer des pays. Donc moi, je gère des pays. Et dans mes pays, il y a aussi des sociétés. Donc Ah pareil, ouais, avec un OK. directeur, tout le corps de métier pour délivrer de l'eau jusqu'au bout. Donc c'est des strates qui font que pour la peine, à la fin, on arrive à envoyer un camion citerne plein Mmh mh. d'eau, justement au fond de Goma aujourd'hui, en zone de conflit. Donc chacun a un rôle très spécifique qui est indispensable dans le rouage absolu de cette entreprise, donc cette ONG Mmh mh. internationale. Et Solidarité Internationale a pour but d'amener de l'eau potable, de lutter contre les épidémies et d'amener à manger Ouais. au bout. Donc là, très concrètement, mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler en équipe avec l'équipe du siège et l'équipe du Mmh mh. terrain pour que à la fois les fonds soient bien transmis et que tout au bout de la chaîne, on ait ces camions citernes qui arrivent avec de l'eau D'accord. propre et suffisamment et de façon abondante. Ça représente combien de personnes, Solidarité Internationale? Parce que vous couvrez un nombre de territoires hallucinant. Alors, sans dire de bêtises, on est, je crois, 2500 employés Ouais. nationaux, donc dans nos 25 pays, et un peu moins de 200 au niveau du D'accord, ouais, siège. ça fait quand même une sacrée équipe et du coup, tu t'occupes de toi, donc de toute la région, Afrique? Donc de tout le continent? Ah non, non, moi moi j'ai des drôles de pays. Je vais du Cameroun jusqu'au D'accord. Soudan et je pense potentiellement l'Éthiopie bientôt. Donc vraiment quand on regarde l'Afrique, Ah oui, c'est d'accord, OK, c'est pas le toute centre. l'Afrique. OK, j'avais mal compris. Comment est-ce que Solidarité Internationale adapte son action à des, des contextes, en fait, aussi variés et pas très stables, en fait, que les pays que tu nous as mentionnés? Et je pense notamment, aujourd'hui, on enregistre ça fin février, je te parle des États-Unis, les États-Unis, qui ont coupé, les fonds avec, USAID, qui a été complètement démantelé, en tout cas pour l'instant, qui est un partenaire aussi, j'imagine, pour vous sur le terrain. Comment est-ce que vous vous adaptez? Comment est-ce que ça se passe du coup au quotidien? Il y a 2 questions. Donc la première, déjà Solidarité, c'est une ONG de réponse aux besoins. Donc c'est important, de Ouais. l'entendre. C'est-à-dire que nous, on intervient, quand on ouvre un pays, quand on intervient dans un nouveau pays, on n'intervient qu'au moment d'une énorme crise, Mmh. donc cyclone, coup d'État, mouvement de déplacés, arrivée, massive de réfugiés. Donc ça, on est vraiment basé sur la réponse aux besoins. Et du coup, quand on s'adapte, quand on doit apprendre à travailler, comme on travaille au Soudan, en Syrie, enfin, comme on travaillait du coup en Syrie, parce que ça a changé il y a peu, ou au Congo, toute notre action est toujours dans le cadre d'un gouvernement existant, avec toute une négociation avec les rebelles existants sur la zone, puisque nous ne sommes là que pour la population et on n'a pas d'avis sur ce qui se passe au niveau OK. politique.
Pour ça, c'est hyper important. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de faire de l'advocacy, des plaidoyers quand on a des grosses problématiques externes. Mais si ça met en péril nos activités pour répondre aux besoins primaires d'une population, on va préférer protéger la population et nos activités plutôt que faire du gros plaidoyer, en tout cas. Et donc du coup, on s'adapte avec des équipes absolument formidables qui savent négocier avec des rebelles, qui savent négocier avec des autorités locales, qui apprennent à travailler dans des contextes les plus difficiles. Je pense au Mozambique, qui a eu le cyclone Chido, qui a traversé en plein milieu d'une énorme crise politique qui était en cours, avec un président qui était en train d'être réélu et une opposition extrêmement violente et avec un État islamique présent. Donc, en mois de décembre, on a l'impression qu'on ne pouvait pas avoir plus chaotique que le Mozambique. Je confirme qu'il y a plus chaotique au mois de février. Mais du coup, avec des gens qui arrivent à avoir une capacité d'adaptation, d'apprentissage et garder focus toujours dans l'idée que le but, c'est la population avec laquelle on est en train de travailler. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième partie de ta question, qui est plus liée aux Américains. Alors oui, les Américains font partie de nos plus gros bailleurs de fonds aujourd'hui sur Solidarité Internationale. Donc, je vais parler de mes pays. J'en gère 6. Le Mozambique a dû couper 80% de son équipe nationale, fermer 2 bases et ne se concentrer que sur une petite partie de l'urgence qui ne comprend pas la lutte contre le choléra et justement la restructuration du cyclone Chido. Donc c'est extrêmement violent parce que du coup on coupe des postes, on a coupé beaucoup de postes au départ, on va continuer à en couper. Et quand on est au Congo par exemple, où on a toute une base complète qui est financée par les Américains, en plein milieu de la crise du conflit actuel, c'est comme je disais il y a 2 secondes pour le Mozambique, on est dans un chaos, c'est-à-dire qu'en même temps tu es en train de t'occuper de tes équipes qui ont tout perdu, qui se sont déplacées 3 fois de Goma pour se protéger. Et à peine ils sortent la tête de l'eau, c'est-à-dire 3 heures après une bombe, on va leur dire en fait ton contrat il se termine fin février, il sera pas renouvelé parce qu'en fait je n'ai plus le financement pour te garder derrière et donc on ne va plus faire de réparation de points d'eau dans telle zone maintenant, on arrête. Donc c'est extrêmement violent. C'est une violence humaine rarement rencontrée, c'est une violence humanitaire. Alors sur le Congo, on le voit pas encore tout de suite sur nos projets à nous. Parce que Ebola n'a pas encore traversé la frontière de l'Ouganda. Mais si demain Ebola retraverse la frontière ou que la crise choléra qu'on soupçonne est en train de naître à Goma, on pourrait pas y répondre. Ah vache. Ouais, donc c'est un truc super violent. J'imagine que ça touche toutes les ONG, toutes les missions en fait sur place. Et c'est fou parce que ça fait moins d'1 mois quoi, et les impacts sont immédiats en fait. Oui, parce que en fait le principe même de l'humanitaire quand même, il faut le garder, c'est une intervention extérieure dans un pays qui n'arrive pas à gérer lui-même sa propre politique interne, sans aucun jugement, sans aucune critique. C'est pas forcément parce qu'il y a des humanitaires dans ton pays que forcément tu es un mauvais gouvernement, et loin de moi de le penser. Mais des pays sont très grands, avec des très grands besoins, donc la RDC par exemple. Je pense à la Centrafrique, qui est un plus petit pays, mais qui a des besoins tels structurels depuis plus de 40 ans que en Centrafrique, la présence des humanitaires est fondamentale parce que le pays est grand, que les moyens sont petits et que du coup on travaille vraiment très proche avec le gouvernement pour être d'accord sur quelle poche les humanitaires vont faire de l'urgence et à quel niveau on va faire du développement avec le gouvernement. Donc à partir du moment où on dit que l'humanitaire intervient dans un pays parce que le pays lui-même ne peut pas se relever, c'est pas parce que d'un coup on n'a plus les fonds américains que le pays va pouvoir réouvrir ses hôpitaux, donner à manger à des enfants qui meurent de faim, réinstaller des points d'eau. C'est pas ça va pas fonctionner comme ça. Eh bien, c'est pas des conditions évidentes, dans tous les cas. Le terrain, du coup, on le dit, c'est aussi imprévisible. Toi, tu es sur le terrain depuis une vingtaine d'années, du coup. Tu as vécu dans plein de pays. Je crois que j'en ai compté 6, mais peut-être que je dis des bêtises, tu me diras. Est-ce que tu as est-ce que tu veux nous partager justement, je sais pas, des histoires, des surprises, des moments où, je sais pas, où tout a basculé, des moments particulièrement imprévisibles dans ta carrière à l'étranger? Moi j'ai la chance d'avoir des pays qui sont assez imprévisibles quand même, c'est entre le Soudan, la Centrafrique et le Mozambique, et maintenant le Congo. Non, mais j'en ai plusieurs en tête. Je pense qu'une des plus violentes de ma carrière, ça a été le conflit à Khartoum il y a 2 ans, parce que pour la peine, je pense qu'on suit la géopolitique des pays dans lesquels on travaille de façon très proche. Et qu'on n'a pas vu arriver ce conflit. Et pour la petite histoire, j'avais pas pris de vacances depuis un moment, parce que j'en prends peu.
Et j'avais promis à mes enfants d'aller à Toulouse voir le musée aérospatial et de Airbus à Toulouse, on est du sud de la France. Donc j'avais posé 10 jours de vacances et je déposais mon mari à l'aéroport à Marseille le samedi matin, parce qu'il lui partait en pays, je ne sais plus où. Et en sortant de la voiture, donc on écoutait RFI, et en sortant de la voiture, mon mari me dit: t'es sûr que je m'en vais? T'es sûr que... Je dis: non, c'est bon. Et dans la tête de tout le monde, et surtout la mienne, c'est bon, il y a eu une bombe sur l'aéroport de Khartoum, ce qui était déjà dramatique, mais c'est ça une va erreur. Pas péter, quoi. Il y a un abruti qui s'est trompé d'aéroport, et donc j'ai déposé mon mari, je suis remontée dans la voiture, et là j'ai réouvert la radio, et là j'ai entendu que l'aéroport de Khartoum était complètement encerclé, et que les gens étaient coincés dedans, et que ça bombardait l'aéroport. Donc j'ai pas pu récupérer mon mari qui était en train de passer la sécurité. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai prévenu mes enfants qu'on devait partir l'après-midi pour leur dire finalement on partira que demain, voir comment ça se calme. Et le samedi soir, je crois à 23h, j'ai appelé mon chef de l'époque et je lui ai dit: je pense qu'il faut qu'on évacue Khartoum. Alors comment, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut qu'on évacue Khartoum. Ce qui est en train de se passer n'était pas plus visible, et les annonces faites sur tous les réseaux sociaux annoncent une prise de pouvoir massive. Et on est parti quand même le lundi matin à Toulouse. Et pour la blague, ça m'a coûté 350 € au musée de l'aérospatiale, parce que mes enfants, déjà je culpabilise vite beaucoup. Et en plus, on profitait du fait que j'étais au téléphone avec Khartoum et Djenina pour les évacuer, pour me vider le magasin. J'ai tout, moi. J'ai tout de l'aérospatiale dans la maison. Des Lego, Playmobil, des peluches, tout. Venez chez moi, tout. Mais du coup, ça les occupé pendant 3-4 jours quand j'étais à Toulouse, pour pouvoir monter des Lego pendant que je gérais l'évacuation de mes collègues. Et du coup aussi les collègues journalistes qui appelaient. Et puis une amie qui est venue prendre le relais aussi, qui fait de l'humanitaire et qui s'est occupée d'eux pendant qu'on évacuait tout ça. Donc voilà, donc ça c'est, je pense, une des plus grosses, parce qu'on était déjà très fatigués avant que Khartoum ne tombe, et on avait une famille qui était basée à Khartoum, parce qu'à l'époque Khartoum était une ville magnifique, avec des universités, des écoles pour les enfants. Donc voilà, ça on l'avait pas prévu. Et après j'en ai une autre, c'est le volcan de Goma. Ça c'était il y a 3 ans, je crois. Je savais même pas qu'il y avait des volcans à Goma. Qui est toujours là. Oui, j'imagine qu'il n'a pas disparu. Il y a juste un coup d'eau là. Vraiment, honnêtement, si ça pète maintenant, je peux penser à moi. Parce que si ça pète maintenant, moi, je pose ma dame, je vais en Tanzanie, et vous me trouvez sur une plage. Ah ouais, j'en peux plus. Donc, le volcan de Magma, il y a 4 ans, mon directeur général, Kevin Goldberg de Solidarité Internationale, venait faire sa première mission au Congo avec moi, et un jeune expatrié me gronde un peu et me dit: tu nous as pas briefé en sécurité sur comment faire si le volcan explose. Et ça m'a un peu énervé déjà qu'ils me prennent à partie devant mon chef, comme ça peut énerver n'importe qui. Et en plus, pas prête à la question. Et je dis: mais en fait, le volcan, ça fait 20 ans qu'il est plein, c'est pas... Et nous sommes rentrés. Et 3 semaines après, le volcan a explosé. Et j'étais dans un café avec une collègue. Et mon mari a appelé là où j'étais, au café, pour dire: il faut que ma femme regarde France 24. Et en fait, j'allume France 24. Et là, je vois le Nyiragongo qui coule. C'est pas vrai. Et le premier qui m'a appelé du siège est Kevin Goldberg, qui s'est moqué de moi, qui a dit: le volcan, donc... Et on s'est tous transformés en Haroun Tazieff en moins de 5 minutes. Vache. Voilà, vitesse de lave, fluidité, pas fluidité, est-ce qu'il y avait des rochers. Et j'ai une équipe qui a géré extrêmement rapidement. Moi, je suis venue une semaine donner un tout petit coup de main, et en fait, en 8 jours, déjà, ils avaient tout repris. Il fallait juste qu'ils dorment, parce qu'ils se sont fait plus de 600, je crois, tremblements de terre en 2 semaines. Vache. Parce que le volcan a d'abord eu de la lave, et après, avant qu'il s'éteigne, a tremblé pendant un moment. Et là, du coup, j'étais venue donner un coup de main de 8 jours, et en 8 jours, c'était réglé. L'équipe avait déjà envoyé tous les camions d'eau potable, puisque tous les réseaux avaient fondu. Vache. Et il y avait une très jolie réponse qui avait été faite. Mais entre le volcan, et la Khartoum, on a des belles années. La vache, d'accord. J'en ai plein. Bon, mais j'imagine que t'en as plein, parce que là, on est sur les 5 dernières années, alors que tu es sur le terrain depuis 20 ans. Du coup, si on revient en arrière, donc tu nous disais, tu as commencé en Afghanistan. En Afghanistan, tu as bossé pour 2 ONG, c'est ça, différentes? 3, pardon, excuse-moi. Tu veux nous expliquer un peu comment ça s'est fait, et ces 10 premières années? Alors, j'ai travaillé pour Humanitaire International, l'ONG Chirurgien, pendant 2 ans. Et mon deuxième fils est né entre-temps.
Il est né en Afghanistan, Et du en coup fait, on a monté... Non, il est né en Non. France. D'accord. Et donc, du coup, je suis restée avec Humanitaire pendant quelques années. Ensuite, après que j'ai monté avec les équipes l'hôpital des Grands Brûlés, j'étais recrutée par une autre ONG médicale qui voulait monter un autre hôpital des Grands Brûlés à Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan. Ok. J'ai travaillé avec eux, pareil, pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, c'était le début des kidnappings dans Kaboul, on n'avait pas encore eu jusque-là. Enfin, il n'y avait plus. En tout cas, on a eu une petite pause pendant 4-5 ans. Et ça commence à être un peu tendu. Donc un jour, j'ai sauté dans un caniveau par peur de me faire kidnapper, alors que c'était juste un monsieur qui sortait de sa voiture. Donc là, je me suis dit, il faut peut-être que je m'en aille, que je vais prendre des vacances ailleurs. Et du coup, je suis partie avec mes petits me manquaient. Et on est parti vivre au Cambodge pendant quelques mois. Et j'ai pas du tout aimé. Enfin, je travaillais plus pour l'humanitaire, j'ai travaillé pour le tribunal des Khmers rouges et c'était vraiment pas mon monde, beaucoup trop politique, beaucoup trop judiciaire, justement. D'accord. Et après, je suis allée en Centrafrique pour Action contre la faim. Ok. Pendant quelques années. Et après, j'ai été recrutée comme expert civil auprès de l'armée française, donc auprès de l'OTAN, pendant 1 an. Donc, je suis retournée en Afghanistan. Okay. J'ai redémissionné parce que c'était forcément pas mon monde. Ouais. Mais je voulais absolument rentrer dedans parce que je voulais apprendre. J'aime pas ne pas savoir. Et ces militaires qui sont toujours près de nous, à côté de nous, qu'on croise sur les terrains difficiles. Mais on parle pas du tout la même langue. Donc, vu que je ne compte pas à ce que l'armée française change leur système de formation pour parler avec nous, je sais que c'est intéressant que moi, j'apprenne à parler avec eux. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup servi. J'ai vraiment vécu une année extrêmement intéressante. Je le referai plus maintenant parce que je suis trop vieille, mais c'était bien. Ok. Et après, j'ai travaillé pour l'ONG, ce qu'on appelle une ONG coordination. Donc, dans chaque pays, vous avez les Nations Unies. Ouais. Et les ONG entre elles, généralement, arrivent à se mettre en coordination pour avoir un seul porte-parole auprès des militaires, auprès des gouvernements, des ministères des Finances des pays, plutôt que d'avoir 250 ONG et 250 directeurs qui aillent taper tous les jours au ministère des Finances pour négocier les taxes. Et là, j'étais directrice donc de ce qui s'appelle ACBAR, l'ONG Forum d'Afghanistan pendant 3 ans. D'accord, ok. Et j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai passé ma vie à crier sur des gens et à changer les lois et avoir un impact opérationnel. Enfin, vraiment, je pense que c'est un poste qui me correspondait très très bien. C'était vraiment très très bien. Et là, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, de Aloïs, et du coup, je suis rentrée, je me suis arrêtée, je faisais des soutiens opérationnels à certaines ONG pendant 1 an et demi, en imaginant que j'arrive à travailler sans équipe, mais je ne sais pas travailler sans équipe. Donc, je suis après repartie avec Solidarité Internationale. Alors, j'aime pas dire oui, mais les femmes, pourquoi est-ce qu'on pose cette question aux femmes et pas aux hommes? Mais en même temps, tu as écrit une BD aussi là-dessus, que je n'ai pas encore j'ai pas encore pu mettre la main dessus avant qu'on se parle, mais de ce que j'en comprends, les mères de famille ne font pas d'humanitaire, qui est donc la phrase qu'on t'avait dite quand tu cherchais à rentrer dans ce master. Il y a quand même une réalité aussi. Tu as des enfants qui vont, tu disais, de 22 ou 23 ans à 6 ans, donc qui sont bien étalés dans le temps. Mais au cours de ces 20 ans, tu viens nous retracer justement tes péripéties autour du monde. Comment tu fais finalement pour être présente et dans ta carrière et dans leur vie? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Alors, déjà, je pense qu'on peut pas tout avoir. Hein. On rate plein de choses. Hein. Enfin, je pense que les mamans, de façon générale, ratent plein de choses. Et j'ai des amies qui sont mères au foyer, qui ont l'impression de rater plein de choses de leurs enfants. Alors, je vois pas comment elles font, mais qui arrivent à rater plein de choses de leurs enfants. Donc, non, j'ai raté des rentrées. J'ai pas raté beaucoup de rentrées scolaires, mais j'en ai raté, dont on me reparle encore aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est les grands. Donc, t'étais pas là à ma rentrée de CE2. Je rate des kermesses, je rate des dents qui tombent. Ça, c'est mon dernier qui fait ça. Les 3 premiers n'avaient jamais fait ça. Et le dernier, je pars en mission, il perd une dent. Alors là, lui, il me l'a fait... Systématique. Honnêtement, il va finir édenté, hein, parce que depuis 9 mois, là, chaque fois que je pars en mission, il perd une dent. J'ai jamais raté de premier pas, j'ai jamais raté de moments importants de leur vie. J'ai arrêté un petit peu aussi, j'ai ralenti mes missions aux âges un peu critiques qui sont pour les garçons entre 9 et 11 ans. Okay. Où il y a conflit avec le père et du coup il faut quand même une autre personne à la maison pour pas que ça rentre dedans. Après j'ai eu des employeurs qui ont toujours été compréhensifs. Quand je travaillais pour Action contre la faim, dans la négociation initiale, quand je suis partie en Tchétchénie, je leur avais dit j'ai 2 enfants en bas âge parce que mes 2 grands étaient petits et je rentrerai déjà si on me demande. Si mes enfants me demandent, je rentrerai à la maison et je partirai jamais plus de 2 mois et demi d'affilée avec des
du travail à distance. Donc, je pense qu'on a un peu créé ces mamans humanitaires qui ont 40 ans. Aujourd'hui, ils ont un peu créé le travail à distance en mode, on peut très bien être un directeur, alors pas longtemps, mais sur 2-3 semaines de la maison. Donc, quand tu cumules avec les vacances, tu arrives à faire un peu de présence à la maison. Ouais. Et après, ils ont des papas, ces enfants. Ils ont des papas merveilleux qui gèrent, qui suivent. Donc là, quand je suis au Congo, mon mari est avec les enfants à la maison pendant les vacances d'hiver. Je devais partir 10 jours, je reste 1 mois. Donc ça va traîner. Ouais. Mais non, je pense qu'on est plusieurs. On dit souvent tous les 3 qu'on est 3 adultes pour 4 enfants. Donc je pense qu'on arrive à trouver un juste milieu. Mon ex-mari est le parrain de mes 2 petits. Ah, génial. Donc mon premier mari, papa des 2 grands, et le parrain des 2 petits. Donc il y a une vraie continuité, vie de famille. Je pense qu'on a un divorce réussi et une famille réussie. Et juste avant que t'appelles, Anne-Fleur, et ce n'est pas une blague, mon fils aîné qui est en Espagne en ce moment pour faire sa 3e année d'études m'a écrit: maman, j'ai des cafards dans l'appartement, qu'est-ce que je fais? Donc c'est quand même à toi qui demande. Je suis bien en relation avec mes enfants, sachant que je suis au Congo. Donc je trouve ça assez drôle et j'aime beaucoup. Et donc après notre appel, j'expliquerai quoi faire. Donc je trouve que c'est intéressant le lien qu'on a créé. J'ai des amis qui sont psychologues et psychiatres, chacun dans leur domaine, qui me disaient que le fait que je sois absente a fait que eux 4 se sont vraiment créé un groupe, alors qu'il y a des grands écarts d'âge. Et il y a un vrai soutien entre eux. Non, ce qui est embêtant, c'est les médecins, quand tu n'es pas là et qu'il doit opérer un enfant en urgence, qui dit il faut les 2 parents pour la signature. Ah ouais? Ça, je comprendrai jamais. Et puis mes enfants les 2 petits sont en privé parce que je me suis engueulée avec l'école publique française qui me disait que je n'étais jamais là, que je ne suivais pas mes enfants. Donc, genre jugement et Ah ouais. Ah ouais. Alors que l'école privée m'envoie les notes par internet si je les reçois pas, m'envoie les vidéos de kermesse. Quand j'étais en train d'ouvrir le Soudan il y a 2 ans, j'ai raté donc la kermesse qui était très importante pour les petits, comme toutes les kermesses. Et les maîtresses m'ont envoyé les entraînements de la kermesse et les vidéos de la kermesse pendant que j'étais au Soudan. Donc je pleurais comme une madeleine en plein milieu d'une négociation avec des Soudanais. J'étais ils sont bons en Maya Label. Ridicule. Donc tu perds aussi, je pense, très souvent des points pas de karma, mais des points de vie. Les gens ils te regardent d'une autre façon quand tu pleures devant ta vidéo Maya l'abeille au fin fond du désert. C'est ce qui te rend humaine aussi. Voilà, il y a des Kalachnikov. C'est comme il est beau, regarde comme il est beau. Voilà, je reste maman et si Léon m'écoute un jour, il arrête de perdre des dents quand je suis pas là. Okay. En plus, la petite souris de mon mari, elle donne un fric fou. Il est en train de nous ruiner. Donc, en fait, on n'est pas à la pièce de 2 €. On est plutôt sur des billets, ce qui est complètement inadmissible. Ah ouais. Ah, ils ont la belle vie, les petits, là. Ah là. Et alors, du coup, était venue d'où l'idée de faire cette BD? On comprend d'où vient le titre, mais d'où vient l'envie de partager tout ça? Alors, en fait, c'est pour mes enfants. Au départ, c'était c'est ma maman, mais qui est décédée avant que la BD sorte. Mais c'est surtout pour mes enfants, pour que eux ils comprennent. Alors, eux, ils savent très bien dans quoi ils vivent dans le quotidien dans lequel ils sont. Et je pense que c'est des enfants qui sont assez merveilleux, assez ouverts, mais pour qu'ils comprennent un petit peu plus autour déjà. Et ça, c'est la première raison. La vraie bonne raison, c'est celle-là. Et la deuxième bonne raison, c'est les autres mamans. Alors, je suis pas du tout féministe, et vraiment pas. Je fais des actes de féminisme, mais moi, je le suis pas. Okay. Mais le nombre de femmes, de copines, collègues que j'ai connues quand elles avaient 25 ans sur le terrain et qui se sont arrêtées à 35 pour faire des enfants, qui veulent repartir sur le terrain, mais alors leur mère, leur mari, les voisins, l'école, le médecin va leur dire non mais vous pouvez pas partir trop loin. Enfin, ils vont faire comment les enfants? Comme si le mari ne servait à rien dans ce système déjà. Et puis par contre j'ai des collègues africaines qui ont généralement pas de mari très très actif, qui du coup laissent leurs petits enfants à leur maman, à leur tante pour venir travailler et avoir un travail sur le terrain. Donc c'est un peu une reconnaissance de tout ça. C'est aussi donc reconnaître pour les Européennes de dire si tu n'as aucune obligation de partir travailler, mais si tu as envie de partir travailler, vas-y, fais-le. Et tu feras ça super bien et tes enfants seront hyper fiers de toi. Et puis c'est pour ses collègues du continent africain j'en connais beaucoup, qui ont des petits enfants, même des bébés, et qui partent travailler à l'étranger, qui partent pendant 3 mois d'affilée
Ouais. Et qui sont moins connus, moins reconnus. En mode, c'est l'Afrique, c'est normal. Bah non, Ouais. être maman, que tu sois... ouais, je l'entends. Oui, je roule les yeux. Maman, c'est toujours la même chose que ton bébé il est 3 mois, quand il est 25. De toute façon, partir longtemps, loin, est toujours très compliqué. Donc c'était, pour moi, c'est nécessaire de le faire. Et je suis très contente parce que je croise, alors surtout au Congo, qui est un pays francophone, donc c'est moins le cas au Soudan. Mais au Congo, qui est un pays francophone, j'ai croisé plein de dames là, qui m'ont dit, on me l'a offert à Noël. Je l'ai filé à ma mère, le bouquin, pour dire que tes enfants, ils étaient pas génial. cinglés, parce que t'étais partie en mission. Donc voilà, si ça peut calmer quelques grand-mères et les inquiétudes, c'est pas mal. Ouais, c'est trop bien. Écoute, moi je l'ai commandé, j'ai hâte de mettre la main dessus. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. Fire question, ça te dit quelque chose, Fire question? En gros, je te pose une question, tu me dis le premier truc qui va te venir à l'esprit. L'idée, c'est rapide et spontané. Premier mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à l'humanitaire. Humain. Le plus gros choc culturel que tu aies vécu à l'étranger. Myanmar. Alors, j'ai travaillé au Myanmar pour Action contre la faim, donc c'est il y a longtemps, hein, c'était à l'époque du cyclone Nargis. Donc je crois que c'était 80... Je sais plus. Je sais plus quand est-ce que c'était. Ok. Bref, en tout cas, donc j'ai travaillé à l'époque au Myanmar et donc je suis une hyperactive. Je dis régulièrement que j'ai 8 personnes dans mon cerveau qui travaillent pour moi et je bois énormément de café. Okay. Et quand j'étais au Myanmar, j'ai arrêté tout ce qui finissait en in, donc nicotine, caféine, théine. Parce que je suis ah ouais, mais en fait culturellement je n'arrivais pas à comprendre le pays, comment il fonctionnait, et moi je n'y suis pas arrivée, et je pense que je les ai aussi beaucoup fatigués parce que j'étais frustrée à pas comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai travaillé très longtemps beaucoup dans des pays musulmans avec une culture qui est quand même autre et complètement différente des bouddhistes. Et un jour, je rentre du travail un peu tard à Yangon. Ma voiture s'arrête parce qu'un chien était couché au milieu de la route, mais c'est véridique, hein. Et mon chauffeur était bouddhiste et ne voulait pas réveiller le chien parce que du coup, le chien avait le droit de dormir. Et j'ai pété un plomb dans ma tête en mode, mais c'est pas possible. Moi, ce que je veux, c'est rentrer, prendre une douche. Et en fait, mon égoïsme profond, personnel et individuel, et j'en suis complètement consciente, hein, j'avais aucune empathie pour ce chien qui était sur la route en train de dormir. Et j'arrivais pas à en avoir. Et il y a des gens merveilleux qui arrivent très très bien, mais alors moi, je pense qu'à un moment, c'est compliqué. Voilà, c'est pareil, on avait des migales. J'ai eu une migale dans ma douche et les gardiens m'ont juste déplacé dans la chambre, en fait, pour que je puisse prendre ma douche. J'ai dit, mais en fait, le truc, c'est sur ma problème. Je peux pas rester là, parce que j'y ai des migales. Et les migales, quand même. Toi, si t'es pas content, tu t'en vas. Donc, en plus, je pense que vu que je m'énervais facilement, le gardien te répond hyper violemment en mode, la migale, elle était chez elle, c'est toi qui viens de t'installer. Donc, j'ai dit, en fait, je pense que je vais aller dans des pays sans migales. Où je peux avoir le droit de péter un plomb, des fois, un peu. Voilà, c'était Myanmar. C'était quand même, Ouais, tu dois en avoir vu d'autres, des créatures oui, un peu flippantes. Mais généralement, t'as le gardien qui est empathique avec toi. Ah oui, pas avec la migale. Ouais, oui, c'est ça. Et là, non. Mais il avait entièrement raison. Et j'en ai parlé très longtemps. J'ai des très, très bons copains virement en France. J'ai raconté ça plein de fois. Il me dit, mais t'es tellement égoïste. Ah oui, peut-être que... Alors, vraiment. Mais du coup... Ouais, donc c'était culturel. Bon, il y a des pays où il y a des gens qui seraient bien mieux pour être travailler que là-bas, que moi. Parce que je pense que je pour la peine, n'importe rien du tout. T'es resté combien de temps là-bas, du coup? Rouge et mon Coca-Cola, je pense que je ne peux rien apporter. Donc, voilà, c'est pas chez moi. Moi, je vais pas là-bas. T'es resté combien de temps au Myanmar, du coup? Oh, pas longtemps, hein. Je suis restée 4 mois. Je crois que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait pas que je reste longtemps, ni mon chef. Il faut partir maintenant, madame. Ça suffit. On vous renvoie en Tchétchénie. Très bien. Ça me va bien mieux. Oh la vache. L'objet indispensable dans ton sac, peu importe où on te trouve dans le monde. Mon mari va péter un plomb. Une Marlboro rouge. C'est quoi? Mes cigarettes, Marlboro rouge. Ah, Marlboro. Okay. Bouh. Ta plus grande frayeur sur le terrain? Soudan. Un braquage. T'en as vécu un? Ouais, un braquage où tu sais que c'est pas la voiture qu'ils veulent. Et là, tu fais Ah merde. Par contre, à la maison ce soir. Ah ouais? Mais t'as été... qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a ouvert le Darfour avec Charline Petitjean, donc ma collègue, il
il y a 2 ans. On était les deux premiers expatriés à revenir au Soudan après la crise de avril. Ouais. Donc c'était fin juin. On avait tout bordé, on avait fait tous les meetings avec tous les méchants possibles et imaginables pour leur dire on passe, on vient, on va à Djenina. Et t'as 5 abrutis qui sont pas allés au meeting des méchants pour leur dire il y a des Françaises qui passent, il faut les laisser passer de solidarité internationale. Ouais. Et qui nous ont braqué la voiture. Et ils étaient 15 en Kalachnikov autour de la voiture. Ouais, vache. Et ça a duré, je sais pas, dans ces cas-là, tu penses que ça dure 5 heures, je pense que ça a dû durer 35 minutes maximum. Ouais. Et pendant les 35 minutes où ils ont braqué les Kalachnikov parce qu'ils avaient, du coup, on avait les fenêtres ouvertes qui étaient dans les voitures, du coup, mis dans les voitures. Ouais. On n'a pas dit un mot pendant les 35 minutes et toutes les deux de notre côté, on disait c'est fini. Ah, vache. Il y avait aucun intérêt pour eux de nous garder. Il y avait aucun intérêt pour eux. Et on était en plein milieu d'un conflit faramineux où on aurait été juste 2 pertes sur le bord du chemin. Donc voilà. Donc ça a été, je pense, un des plus gros. J'ai mis un moment à m'en rendre compte que vraiment ça m'avait choqué. Et j'ai réalisé il y a pas très longtemps quand j'étais à Marseille et que je me suis garée et qu'en fait il y a une voiture qui s'est garée à côté de moi un peu violemment. Ouais. Et dans la voiture j'ai eu un mouvement de recul en mode. Ça t'a rappelé. Rien à voir. Marseillais est violent, mais bon, généralement, il ne saute pas dessus dans ta voiture. Donc, du coup, je me suis quasiment excusée auprès du monsieur, parce qu'il a vu que j'avais eu peur. Il m'a dit, pourquoi vous avez peur? Je dis, non, c'est pas à vous. C'est pas à toi. Garde-toi, prends la place. Ouais. Ouais, ça laisse des traces. Et comment est-ce que vous en êtes sortis de cette situation, du coup? On a un autre méchant qui est venu nous aider. C'est D'accord. l'avantage des méchants. T'as des méchants qui t'aiment plus que d'autres. Mais du coup, là, en fait, c'est vraiment, ceux-là n'avaient pas suivi le briefing. Donc, j'étais hyper vexée, parce que c'est ce qu'on appelle un loss of communication. Ouais. Et je me suis mise très, très en colère contre le chef des méchants. Je lui ai dit, mais en fait, quand les gens, ils viennent pas à des rendez-vous, c'est comme dans toutes les entreprises du monde. Tu fais des minutes de tes putains de meetings et tu leur dis qu'en fait, on devait passer. Et c'est jamais enfin, je touche du bois pour mes équipes qui sont là-bas sur place, mais ça nous est jamais réarrivé. Donc, d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est traumatisant, tu m'étonnes. La meilleure chose qu'on t'ait dite en mission? Merci. Un plat local que t'as adoré sur le terrain? Ah, le kabouli palao. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du riz cuisiné avec des raisins secs, des oranges confites, du mouton. Qu'est-ce qu'il met dedans aussi? Il y en a certains qui mettent des petits pois. Attention, s'il y a des Afghans qui m'écoutent, ils vont peut-être me gronder. Et ça vient d'où? C'est un plat qui est très gras, qui est très local afghan et qui est absolument. Tu prends 8 kilos. Juste en le regardant. Mais ça tient chaud l'hiver. Mais ça tient chaud. Le truc le plus drôle que tes enfants t'aient dit sur ton métier? Ah, ça, c'est mon deuxième garçon qui expliquait à l'école que je montais des cantines en Afrique. Un peu? Ouais, oui, mais il me voyait comme cantinière. Ah oui. Pour lui, quand je rentrais de mission, Loutsi, donc mon numéro 2, il disait à l'école, ma maman, elle est cantinière. Donc, comme la dame de la cantine, elle amène à manger aux enfants. C'est mignon. Je leur ai expliqué quand ils étaient petits. Et ça, c'est resté. Je suis cantinière. Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui à la directrice du master qui dirait les mères ne font pas d'humanitaire? Alors, je lui dirais sûrement un gros mot, tu vas pas pouvoir remettre. Et ben, je lui dirais, comme dirait mon fils de 9 ans, chais. Très bien. Le cliché sur l'humanitaire qui t'énerve le plus? J'en ai plusieurs parce qu'il y a plusieurs clichés. Ouais. Alors, le cliché 1, c'est les soldats, enfin les gens qui pensent qu'on a tous des dreadlocks et qu'on fume des joints toute la journée. Ça m'énerve, mais vraiment ça m'énerve parce que vraiment on en bave. On travaille 22 heures sur 24 et on boit beaucoup d'eau. Des fois on boit des bières, mais c'est quand même pas le principe général. Ouais. Donc ça m'énerve vraiment. Et le deuxième, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent que quand on fait l'humanitaire, on se considère comme grands blancs qui viennent sauver des gens. Moi, je sauve personne. Je travaille avec. Ouais. Donc, ça aussi, ça m'énerve. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est forcément méchant. Donc, et comme on n'est pas forcément arabe qu'on est des terroristes. Bah, ces genres de clichés me font... Oui, je sens que ça t'énerve, même physiquement. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, en plus, je peux pas fumer là, parce que je vais faire du bruit avec le micro, mais... Dernière question, le truc que personne ne sait sur la vie d'humanitaire? Que c'est vraiment dur. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et ça, c'est pas un cliché qui m'énerve, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que l'humanitaire, c'est marrant, on en parlait hier avec une collègue, quand mes collègues rentrent en France, du Congo, leurs parents, leurs amis disent, toi, t'as pas bronzé. Mais tu ne bronzes pas dans ton bureau, en fait. Enfin, de façon générale, je suis ma moustique rose, hein. Si je te montre, là, j'ai un iPad, 4 cahiers ouverts,
en fait, c'est hyper difficile l'humanitaire. C'est très violent. On est confronté à de la misère humaine qu'on ne peut pas toujours soutenir. Là où je suis aujourd'hui, j'ai 2 collègues qui sont arrivés avant-hier. Ce matin, je suis allée taper à la porte voir s'ils avaient bien dormi. Et il y a une des personnes qui m'a dit ah non, ça a tiré toute la nuit. Ah vache. Ah oui, ça tire, on dort mal, on ne bronze pas. Quand on prend un dimanche après-midi, là, ils sont allés voir le match de rugby, parce que nous sommes le 23 février. Ils sont allés voir le match de France-Italie qu'on a intérêt de gagner, parce que ça va nous mettre de mauvaise humeur. Ils me l'ont tous dit, en mode, pas une permission, mais on se déculpabilise, on n'est pas dans la maison à travailler, donc du coup, on va voir le match de rugby. Bien sûr que vous allez voir le match de rugby. Enfin, la question, elle se pose pas, mais c'est hyper dur. L'humanitaire, c'est très violent. En fait, l'équilibre vie pro, vie perso, il y en a pas. Enfin, c'est. Alors, ça dépend des missions, mais sur les zones de conflit, il y en a pas. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe Voilà. exactement au Congo? Parce que je suis pas sûre que tous les gens qui nous écoutent connaissent la situation. On a un groupe rebelle qui a pris tout l'est. Donc la RDC, c'est le plus grand pays d'Afrique. Ouais. Donc tout l'est de la RDC est en conflit aujourd'hui, jusqu'à Goma, est en conflit aujourd'hui avec plusieurs groupes rebelles. Et c'est des attaques extrêmement violentes, avec des combats entre militaires extrêmement violents dans le Congo. Et ça a commencé fin janvier, c'est ça que tu disais? Alors ça remonte. Enfin, t'as un historique, mais je veux dire, ça a pété vraiment. On m'a parlé de 96 hier, j'aurais dit ah ouais non mais. Ah ouais. Ouais. Mais ça a éclaté à Goma là très violemment fin janvier. D'accord. Le même jour que Trump, ils se sont parlé, je pense. Ah. Vraiment. On a eu le stop working order et le Congo. Oh la vache. Ouais. Un début d'année 2025 particulièrement mouvementé. Ouais, puis Chidou en décembre, enfin, il y en a toujours un qui se réveille. Mais ouais, non, l'humanitaire c'est très prenant, c'est très engageant et c'est très fatigant. Et vraiment là, je pense aussi à mes collègues du Mozambique qui entre la revue de leur programme à cause de BHA, enfin de USAID et d'une partie du waiver qui n'est pas applicable du coup sur. Alors la partie de la suspension qui n'est pas applicable du coup au Mozambique. Et la réponse de Chido au Soudan où j'ai rien compris. Tu peux m'expliquer? Enfin, tu peux m'expliquer parce que je suis pas sûre. Alors, la suspension américaine a commencé par une suspension nette, qui a été éditée au mois de fin janvier. Puis chaque contrat, parce qu'on a des contrats avec les bailleurs de fonds, chaque contrat a reçu ce qu'on appelle un waiver, donc en anglais, une suspension du stop. Ah, d'accord, ok. Même en français, on n'est pas sûr. Quand même, il faut quand même le dire. Mais en fait, ils ont pas annulé donc la fin des contrats, la totalité. Il y a des parties du contrat qu'ils considèrent comme vraiment en dehors de ce que veulent les Américains qu'on finance dans les pays. C'est pour ça que quand tu reçois de l'argent américain, un contrat américain, tu as des obligations, tu as recruté des gens, tu ouvres des bases, tu vas faire des contrats avec des compagnies locales. Par exemple, au Mozambique, on réhabilite toute une zone de pêche avec les financements américains. Cette partie du contrat est complètement annulée depuis fin janvier. Donc ça veut dire fin des contrats des salariés nationaux, tu ne finis pas tes activités de pêche, tu dois annuler tes contrats avec tes compagnies locales. Et pouf, au milieu de ça, t'as Chido. Et au milieu de ça, t'as un cyclone qui arrive où tu dois faire de la réponse d'urgence avec les mêmes personnes qui, le matin, coupent des contrats à d'autres et après vont faire la réponse d'urgence. Ah, vache, d'accord. Donc un ascenseur émotionnel, un grand 8 émotionnel. On se réunit aussi aujourd'hui du coup donc pour parler de solidarité internationale, pour essayer de mettre en lumière le travail que vous faites au sein de l'ONG. Est-ce que tu peux me dire pourquoi le travail justement des ONG comme Solidarité internationale, peut-être pas que, pourquoi est-ce que c'est crucial encore aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, en fait, on intervient avec et donc pour la population et avec des gouvernements qui aujourd'hui n'ont pas la capacité de répondre à un conflit. Alors soit parce qu'ils sont dedans. Ça arrive, qu'ils soient membres dans le conflit, donc du coup, ils veulent pas soutenir telle ou telle population, ce que nous du coup on fait, peu importe les membres au conflit. Des fois pour des raisons eux-mêmes financières, donc ils ont un gouvernement qui fonctionne pas forcément très bien au ministère des Finances et du coup vont pas arriver à intervenir avec les moyens qu'il faut sur place. Et aussi, il faut savoir que là, par exemple, dans les pays dans lesquels moi j'interviens, dans mes 6 pays aujourd'hui, les premières victimes sont aussi mes employés nationaux.
Donc, en fait, d'avoir des ONG internationales qui travaillent avec eux et qui les protègent aussi de la situation permet de les accompagner sur la zone. Moi, je suis toujours je souris toujours quand j'ai Là, aujourd'hui, j'ai un liaison officer, un collègue en Centrafrique qui a été victime il y a 5 jours d'un gros braquage au nord de la Centrafrique. On lui a tiré dessus. Ouais. Et il va bien, hein, mais qui m'a appelé dans la foulée et qui m'a dit je suis désolée. Pourquoi? Enfin, c'est moi qui suis désolée. On t'a envoyé dans une zone. Puis non, mais je suis désolée parce qu'en fait la Centrafrique ça va pas, toujours pas. Enfin, on peut pas aller travailler sans que on se fasse tirer dessus. Moi, j'étais pas en RCA à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais pas du tout. Et après, je dis, moi, je suis désolée parce que je pense que dans la voiture, on a peut-être dû mettre un humanitaire expatrié. Voilà, pour protéger. La zone, on la connaissait moins bien, pour protéger, parce que je dis pas que les humanitaires expatriés n'ont pas un danger sécuritaire, mais parfois d'avoir un expatrié dans la voiture protège aussi un peu plus la voiture que le logo. Ah ouais? Pas toujours, hein, mais D'accord. Il y a des pays où ça fonctionne bien. Donc, je pense c'est pour ça qu'on y est encore. Et après, on a chacun a une expertise particulière dans les ONG. Les grosses ONG internationales, nous, c'est l'eau et la sécurité alimentaire. Hier, je discutais avec Action contre la faim sur la nutrition sur une zone d'intervention au Congo. MSF en médecine. Donc, il y a une complémentarité aussi du travail entre les ONG et avec les acteurs locaux pour que ça tienne. Et normalement, on devrait être les derniers à partir quand la population s'en va. Et moi, je n'ai pas d'avis. Je suis absolument neutre, mais vraiment, je le redis à mes collègues, je n'ai pas d'avis. Peu importe l'autorité locale qui est en face de moi, mon but ultime, c'est d'amener quelque chose à la population. Donc, peu importe l'autorité que j'ai en face de moi. Sachant que tu as l'air d'avoir un sacré caractère, ça doit pas être... est-ce que c'est vraiment que tu n'as pas d'avis? Astérix et Cléopâtre, tu connais? Ouais. Mon mari me dit souvent que j'ai un joli nez. Ceci explique cela. J'adore. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment les dons ils aident sur le terrain? Comment c'est utilisé, comment c'est réparti? Alors, les dons qui arrivent au niveau du siège, donc les virements et les dons qu'on reçoit au niveau du siège vont directement sur des activités. Donc, en fait, tout... Alors, ça paraît évident, mais tout coûte de l'argent. Donc, louer une voiture pour aller d'un point A à un point B pour délivrer de l'aide coûte de l'argent. Les seaux que je vais acheter pour distribuer des kits avec des seaux, du savon, du seau, du savon, des poêles, des casseroles. Quand une personne quitte son domicile au Soudan, là par exemple au nord Darfour, là on a des bombardements depuis 8 jours, donc bombardements aériens quotidiens. Les gens ils restent pas dessous, attendent de voir si les bombes passent à côté. Hein. Bien sûr. Donc ils vont prendre ce qu'ils peuvent. Et bien entendu, si demain matin je te disais Anne-Fleur, tu vides ta maison, tu prends ton gosse sous le bras, ton téléphone portable. Généralement c'est ce que font les gens, même s'il n'y a plus de réseau. Ça, c'est un grand moment. Ton téléphone portable, 2-3 papiers, des photos. Il y a des gens qui prennent des photos. Des trucs chauds pour les enfants pour qu'ils tiennent. Toi, généralement, tu t'oublies même toi-même et tu vas pas dans ta salle de bain prendre ton gel douche, ton shampoing, ton appareil ta brosse. Non, ça c'est... Ou ta brosse à dents. Enfin, il y a des gens qui le font, mais ils ont un autre souci psy. Je pense qu'il faut parler à quelqu'un. Donc, en fait, là, l'ONG, quand elle arrive, elle va acheter sur des grands marchés locaux. Donc, comme on peut voir dans les journaux, des seaux dans lesquels on va acheter 4 brosses à dents pour la famille, du dentifrice, du savon, des serviettes hygiéniques pour les femmes qu'on essaye d'avoir renouvelables maintenant, donc des culottes on fait faire des culottes menstruelles, des serviettes de bain, des couvertures, et donc l'argent qui est donné par un donateur privé, c'est directement pour acheter. Et en fonction des pays, un kit peut coûter je crois qu'il n'y a plus beaucoup de pays où ça coûte 10 €, mais je pense qu'un kit complet doit coûter entre 15 et 20 € un kit. Et vu que nous sommes pas volontaires, on n'est pas les Nations Unies, on n'a pas les salaires des Nations Unies, mais on n'est pas volontaires non plus. Donc il faut aussi payer du coup les salaires de la voiture, du monsieur qui va acheter, tout ça. Ouais, d'accord. Ok, super intéressant. Du coup, c'est quoi les différentes façons de s'engager? Donc, c'est faire des dons directement. Je mettrai le lien de votre site dans la description de cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres manières, justement, je sais pas, de contribuer, de soutenir votre engagement? On a des antennes locales de plus en plus
aussi, où justement on essaye de travailler avec des bénévoles localement. Alors pour faire des interventions, pour aussi faire connaître Solidarité Internationale, d'une part pour l'importance de l'eau potable, donc ça c'est très important, c'est un de nos grands combats, d'expliquer la dignité humaine et comment on arrive à travailler avec les populations dans un cadre de dignité qu'on essaye absolu, et faire parler de Solidarité Internationale pour avoir plus de dons. Donc comme ça, on a des entités locales, donc ça c'est Lucille qui connaît mieux que moi, mais on a des antennes locales qui font des interventions, des bars à eau, dans les festivals. Si tu fais des festivals, dans les festivals de musique un peu connus français, maintenant t'as toujours un bar à eau de Solidarité Internationale. Alors c'est pour boire de l'eau. Cool. Faut pas demander de la bière parce que du coup on n'en fait pas. On fait pas de distribution de bière gratuite. Mais du coup t'as des bars à eau, t'as des interventions dans les écoles, d'explications aux enfants aussi, puis aussi faire comprendre qu'est-ce que c'est le travail humanitaire et comment on fonctionne et comment ça avance. Là, quand je rentre, j'ai une intervention à l'école de mon fils pour les CM1, CM2, où je vais leur expliquer c'est quoi le métier d'humanitaire, et je fais une petite présentation sur photo pour leur expliquer entre les routes cassées, les gens qui sont au fin fond du monde, les gens qui n'ont pas de toilettes, qui du coup ont des latrines, et l'accès à l'eau potable, comment est-ce qu'on fait. Si tu avais un message à adresser aux auditeurs et aux auditrices, ce serait quoi aujourd'hui? S'il y avait un truc à leur faire passer, c'est de croire en l'humain, surtout en ce moment, et de continuer à croire à croire en nous, pas à croire en... Alors, faut pas dire que c'est de gros mots. Pas à croire en des bêtises qu'on peut entendre sur quelques chaînes publiques, et de croire en nous, de croire que l'humain est toujours bon. On peut le faire. Sans pour autant vivre au monde des bisounours. Mais pas du tout. Je vis au milieu des Kalachnikov. Et je crois quand même que le monsieur qui tient la Kalachnikov a derrière lui un bon fond. Il faut le travailler un peu, il faut le chercher. Je pense qu'on peut. Ce monsieur est père de famille sûrement, et donc moi je pense qu'il faut croire en l'humain, il faut continuer à y croire, il faut croire en ton idéal, et pas se limiter à la colère qui nous entoure, parce que c'est beaucoup plus simple. Alors ça par contre c'est beaucoup plus simple d'être en colère et de ne pas aimer les gens, est beaucoup plus facile que de dire tiens, juste je lève la tête de mon truc aujourd'hui et je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. On fait des choses géniales. Mais vraiment, on fait des choses géniales. Moi j'ai 4 super enfants magnifiques, complètement différents les uns des autres, qui ont une perspective de vie. Je suis entourée de jeunes ados qui ont envie de changer le monde. J'ai fait un podcast il y a 2 ans, je sais plus, 2 ans, ouais, avec 2 jeunes gens qui voulaient faire le tour du monde à voile pour apporter de la nouvelle technologie. En plus, un truc auquel je ne comprends absolument rien. Mais j'ai trouvé l'idée géniale, juste de se dire, voilà, en master, qui voulait faire des choses, et je pense que on fait des choses géniales. Je pense qu'on est arrivé à très très loin dans le monde, et que l'humain est plein de ressources. Écoute, ça fait du bien d'entendre ça, effectivement, par les temps qui courent aussi, qui peuvent être un peu déprimants et qui tirent pas vraiment vers le haut. J'ai une petite question traditionnelle que je pose à la fin de chaque épisode. Si tu pouvais revenir en arrière, peu importe à quel moment de ta carrière ou de ta vie, et que tu pouvais te chuchoter un petit truc à l'oreille, ça veut pas dire que tu veux changer le cours de l'histoire, mais tu retournerais à quel moment et tu te dirais quoi? C'est pas une question. Je pense que du coup, je reviendrai au moment de la non-rentrée dans le master. Ouais. Parce que ça m'a vraiment fait mal. Et je me dirais, écoute, dans 20 ans, tu seras directrice régionale et tu iras donner un coup de main à tes collègues au Congo. Et tu auras 4 beaux enfants. Je pense que c'est à ce moment-là, je me dirais ça. Tu t'insufflerais confiance dans le chemin que tu t'apprêtes à prendre quand même. Je me dirais, fais-toi confiance, parce qu'en fait, c'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Merci beaucoup, Justine. Je trouve ça chouette, qu'est-ce que tu fais. Je pense que donner la parole aux humanitaires et de nous écouter un peu, ça fait du bien. Surtout en ce moment où t'as l'impression que y a personne qui nous entend. Ouais. C'est cool, les cocotiers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas. C'était super intéressant. Écoute, je te souhaite une bonne continuation. Du coup, si j'ai tout suivi, donc tu es au Congo et c'est ta dernière destination de cette mission et tu rentres ensuite en France, c'est ça? Oui. Oui, parce que j'ai 45 ans le 12 mars et que j'aimerais les passer en France. Ah, écoute, ce sera le moment de la sortie de cet épisode. Donc, on pensera bien à toi. Merci beaucoup en tout cas, Justine, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Anne-Fleur.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Justine pour ce chouette moment qu'on aura passé ensemble. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir Solidarité Internationale, je vous le disais en introduction, vous retrouverez un lien pour les retrouver en ligne dans la description de cet épisode. Je le posterai également en story sur notre compte Instagram. Alors rendez-vous par là-bas aussi si vous y êtes. C'est la 3e fois que French Expat participe au Podcaston. On est très heureux de soutenir une belle initiative française comme celle-ci. Je vous invite à aller faire un tour du côté du Podcaston directement, que ce soit aussi sur leur compte Instagram, Facebook, LinkedIn ou même sur leur site internet. Vous allez découvrir tout un tas de podcasts qui se sont mobilisés pour parler justement, pour mettre en lumière les associations, les organisations et leurs actions sur le terrain. Voilà, il y a de très très beaux épisodes à découvrir. Je vous encourage très sincèrement à y aller. La semaine prochaine, on reprend le cours normal, si je puis dire, de nos épisodes. On retrouvera Élise, qui a été, il me semble, une des 10 premières invitées sur le podcast. À l'époque, elle avait été interviewée par ma collègue Laetitia. Et là, elle revient pour nous parler d'une nouvelle part de sa vie qui est plus vraiment à l'étranger. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Je parlais pas forcément à des expats, donc je passais plutôt à des gens, par exemple des Parisiens qui étaient venus à Marseille ou même d'autres villes, et à des Marseillais, mais c'est vrai que je parlais pas à des expats. J'aurais dû beaucoup plus parler à des expats pour comprendre l'impatriation. Pour moi, j'étais en mode, en fait, je rentre dans mon pays. Mais ouais, je rentre chez moi. Mais n'importe quoi. Ça fait plus de 10 ans que je suis partie, c'est plus du tout chez moi. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt!